Réduire ses impôts en défiscalisant via l'investissement dans les entreprises avec Isatis Capital. Voilà, vous êtes toujours sur Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. On est toujours dans cette matinale qui est consacrée à la réduction d'impôts, à la défiscalisation. On a parlé dans l'atelier précédent de la défiscalisation via l'investissement immobilier. Et bien maintenant, on va parler de la défiscalisation via l'investissement dans les petites et moyennes entreprises. Éric Bouchnay, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du directoire d'Isatis Capital. Donc, première question, qu'est-ce qu'Isatis Capital ? Alors, Isatis Capital est une société de gestion indépendante, composée de 17 personnes, dont 12 sont totalement dédiées à l'investissement. Et notre métier est d'investir dans des entreprises PME, donc petites et moyennes entreprises, non cotées en bourse, pour les accompagner de deux façons. D'abord en mettant des capitaux au sein de l'entreprise pour l'aider à se développer, plus loin que ce qu'elle n'a atteint. Et ensuite, pour l'accompagner à se structurer de la meilleure façon pour atteindre le stade d'entreprise de taille intermédiaire. D'accord, donc il n'y a pas seulement des apports de fonds, il y a aussi du conseil pour aider l'entreprise à grandir. Exactement, et l'aider à structurer. Vous savez, quand vous créez une entreprise, vous êtes attaché à elle, vous voulez tout voir, tout faire, tout contrôler, et ça peut aller jusqu'à un certain niveau de développement. Nous, on rentre dans des entreprises qui font 15, 20 millions, 30 millions de chiffre d'affaires, et l'objectif est de les amener au-delà de 50. Quand vous êtes au-delà de 50 millions de chiffre d'affaires, il est clair que vous ne pouvez pas avoir la même structuration qu'avant. Donc il faut que l'entrepreneur ou l'équipe dirigeante qui a créé cette entreprise psychologiquement accepte de déléguer et de structurer. Un exemple tout bête, créer une direction financière, c'est essentiel pour avoir un suivi fin des indicateurs de croissance ou de contrôle de l'entreprise. Il est clair que souvent c'est pris pour un centre de coût, alors que c'est très clairement l'inverse. C'est pour mieux stabiliser l'entreprise pour qu'elle aille encore plus loin. Et vous avez des secteurs d'activité de prédilection ? Vous investissez dans certains types d'entreprises ? Oui, alors on n'est pas un généraliste, effectivement. Nous sommes non plus un hyper spécialiste. On a 4 grands segments économiques dans lesquels nous investissons. Le plus important, qui représente à peu près 35-36% de nos investissements, c'est tout ce qui concerne l'informatique, le logiciel et le digital. Ça, c'est un poids lourd. Ensuite, le service aux entreprises, donc les activités de consulting, transformation, organisation, rationalisation, qui est très lié au premier secteur. En fait, l'émission débouche souvent sur une action informatique. Le troisième, c'est tout ce qui va concerner la santé. Alors évidemment, pas de biotech. On investit toujours dans les entreprises qui sont rentables, qui sont en croissance, qui sont innovantes. Les biotech font partie de ce qu'on appelle le venture capital, donc le vrai capital risque, avec des horizons d'investissement très longs et des risques d'échec très importants. Donc on n'est pas sur ces segments-là. Et ce qu'on cherche aussi, ce sont des dirigeants qui sont capables de créer une vraie valeur stratégique pour leur entreprise, qui, au bout d'un moment, déclenche un intérêt pour un industriel. En moyenne, on porte nos participations 4 ans. D'accord, très bien. Comment peut-on réduire ces impôts via l'épargne financière ? C'est vrai qu'on a parlé juste avant vous du Pinel, ça on connaît, ça je pense que le grand public connaît, c'est qu'effectivement on peut réduire ces impôts via l'investissement locatif, mais on peut aussi réduire ces impôts par l'épargne financière. Comment ? Tout à fait. Alors, effectivement, l'État met à disposition des particuliers différents outils pour réduire leurs impôts. L'un de ceux-ci est représenté par des fonds qui s'appellent fonds d'investissement de proximité, donc des FIP, ou des fonds communs de placement dans l'innovation, des FCPI. Nous, on est un gérant qui avons les deux formats, notamment, mais pas que. On a d'autres types de fonds qu'on pourra évoquer si vous le souhaitez. Et ces fonds bénéficient donc, lorsque vous investissez, d'une offre qui vous permet de réduire vos impôts, de l'ordre de 25% maximum si vous investissez 100% du fonds, ce qui n'est pas forcément conseillé parce que là vous mettez en risque total, il n'y a plus de liquidité et donc ça peut poser question. Et derrière ça, en contrepartie de cet avantage offert au travers des investissements réalisés dans des fonds, l'État permet aux particuliers de réduire son impôt, moyennant un montant maximum à investir. Donc pour un particulier, ça va être 12 000 euros s'il est tout seul, ou 24 000 euros d'investissement potentiel maximum s'il s'agit d'un couple pacsé ou marié. Donc là, on n'est pas dans les niches fiscales. On n'est pas dans les 10 000 euros de niche fiscale. Si, là je parle de l'investissement maximum. Donc si je suis dans le contexte de dire, voilà, j'ai investi 10 000 euros par exemple, je vais donc bénéficier potentiellement, si mon fonds n'est pas investi à 100% mais à 90%, d'une réduction qui va s'appliquer 90% de 25, ça fera 22,5.
Donc j'aurai pour 10 000 euros 2 250 euros de réduction, qui vont s'imputer sur les fameux 10 000 euros des niches fiscales. D'accord. Quels sont les différents... Vous avez commencé à en citer, mais est-ce que vous pouvez nous lister, s'il vous plaît, les différents fonds de défiscalisation et nous expliquer les différences? Parce que c'est vrai qu'il y a des sigles déjà, alors, qui ne sont pas forcément très compréhensibles quand même. Et puis, s'il y a des sigles différents, c'est parce que j'imagine que les fonds sont différents. Oui. Alors, effectivement, vous avez les fonds d'investissement de proximité. Donc, le mot proximité est important. Il s'agit là d'investir dans des PME qui vont être sur 4 régions limitrophes. Donc il faut qu'elles se touchent. À partir de là, vous ne pouvez pas investir sur la totalité du territoire français, ni même sur la totalité de la zone euro. Les FCPI, eux, vous offrent la particularité de pouvoir investir sur la totalité du territoire français, ou même d'aller chercher des PME dans la zone euro, ce que nous ne faisons pas. Nous n'investissons que dans des PME françaises. D'accord, merci de développer le sigle, et parce qu'on comprendra mieux après l'objet du fonds. Et donc il faut que ce sont des fonds communs de placement dans l'innovation. Voilà, donc il faut que ce soit des entreprises innovantes. Et donc qu'elles bénéficient d'un label donné par BPI France, qui est le label innovant. Alors l'innovation, il ne faut pas en avoir peur. L'innovation, c'est essentiel. Une PME, si elle n'innove pas, au mieux stagne, voire recule, comme toute entreprise. Mais comme il y a des grandes entreprises, il faut qu'elle innove. Et l'innovation, ce n'est pas que de la technologie. Ça peut être l'innovation dans l'organisation commerciale, dans la façon de fabriquer un produit. Il y a plein de méthodologies différentes dans la notion d'innovation. D'accord, ce n'est pas forcément des entreprises de la tech. Non, ce ne sont pas forcément des start-up ou des entreprises tech. D'accord. Donc, on a les FIP, ça c'est pour les PME régionales. On a les FCPI, ça c'est pour les entreprises innovantes. Et puis, il y a les FCPR. Alors, les FCPR, un FIP ou un FCPI sont des FCPR. En sachant que donc, le sigle veut dire FCPR. Fonds commun de placement à risque. D'accord. Donc, le fonds commun de placement à risque a été démembré avec tout ce qui concerne les fonds agréés par l'autorité des marchés financiers, la fameuse AMF, qui sont des fonds destinés aux particuliers, non qualifiés ou non professionnels. Et puis, vous avez les fonds, les FPCI, les fonds de placement communs, fonds professionnels de capital investissement, qui, eux, sont destinés à des investisseurs qualifiés, que ce soit des institutionnels ou des particuliers qui ont la capacité d'investir au minimum 100 000 euros par un investissement qu'ils réalisent. Donc on touche là des patrimoines beaucoup plus élevés que sur les FCPR traditionnels agréés par l'AMF, qui doivent remplir en plus une notion, puisque quand on offre au grand public, il faut que ce soit des fonds qui ont une représentation tout en étant risqués, puisque ce sont des investissements dans des entreprises, sont des fonds qui sont très réglementés par l'autorité des marchés financiers. D'accord, donc pour résumer, vous allez me dire si j'ai bon. Les FCPR, c'est pour le grand public. Et dans les FCPR, on trouve des FIP ou des FCPI. Et des FCPR. Et des FCPR, voilà. D'accord. Bon, il y a de quoi quand même un petit peu y perdre son latin quand même. Et puis en plus, avec tous ces sigles, on s'y perd quand même un petit peu. Comment sont constitués ces fonds ? Alors, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité va faire l'objet d'une collecte, donc d'une campagne de collecte avant le 31-12 de chaque année, puisque vos revenus sont imposés à partir du moment où on arrête la période fiscale. Donc, on va commencer une campagne au mois d'octobre, on la finira au mois de décembre, et à partir de là, l'ensemble des capitaux souscrits par les particuliers vont être transférés dans le fonds, qui va commencer sa période d'investissement. Et il aura 4 ans pour investir. En règle générale, on met grosso modo 2 ans et demi, 3 ans. À partir de là, vous allez avoir entre 12 et 15 entreprises qui figureront dans le fonds, que nous aurons sélectionnées pour les accompagner à aller plus loin encore que ce qu'elles n'ont atteint. Et ensuite, au terme de 4-5 ans, on va commencer à désinvestir. Ces fonds ne peuvent pas rembourser les particuliers, les porteurs, avant une période de 5 ans, sous peine de perdre leur avantage fiscal. Donc, même si on vendait une participation avant 5 ans, on ne peut pas restituer l'argent. Après 5 ans, vous pouvez restituer l'argent à partir du moment où vous avez cédé une entreprise, et vous pouvez le faire au fil de l'eau, ce que nous faisons. Et ceci jusqu'à la fin de vie du fonds, jusqu'à la dernière participation qui doit sortir. D'accord. J'imagine que pour sélectionner les entreprises, vous rencontrez le gérant, vous rencontrez les équipes, vous allez, si c'est une entreprise industrielle, voir le site de production. Enfin, j'imagine qu'avant de la sélectionner, vous l'auditez. Bien sûr. Je vais vous citer 3 chiffres. Tous les ans, on reçoit à peu près 350 à 370 dossiers d'investissement.
on conclut au final entre 8 et 10 investissements par an. Donc vous voyez que ça représente grosso modo 3%. Donc c'est très sélectif. Et un dossier, quand on regarde pour commencer une entreprise, si on va jusqu'au bout et qu'on investit dans son capital, ça prend entre 4 et 6 mois d'études. Donc ce sont vraiment des étapes très approfondies pour une raison très simple. On n'est pas en bourse. On ne peut pas acheter aujourd'hui et vendre demain la société. Nous, on est là pour l'accompagner dans un projet qui va l'amener plus loin, au stade de TI, comme je le disais tout à l'heure, c'est du moins ce qu'on souhaite. Et à partir de là, on va y rester plusieurs années. Donc il faut vraiment avoir bien travaillé le dossier et être convaincu de la qualité de l'entreprise, de ses dirigeants et de ses équipes pour aller plus loin encore. Et puis j'imagine aussi de la capacité, enfin de l'envie des dirigeants de travailler avec vous, parce que du coup, c'est pas une co-réalisation, mais enfin vous êtes partie prenante quand même. Voilà, c'est comme un mariage de court terme, on va dire, c'est 4-5 ans, voire plus. Nous, on a la chance, compte tenu de notre stratégie, d'avoir une durée de portage moyenne de 4 ans. Alors c'est une moyenne, on peut avoir des participations qu'on porte plus longtemps, bien évidemment, d'autres moins longtemps. Mais oui, il y a une question de confiance. Donc il y a un gros travail de discussion, de précision de la nature du projet, de savoir aussi que nous, on va s'en aller à un moment donné, on n'est pas là pour tout le temps, et qu'à partir de là, il faut aussi qu'on parle de la façon dont on va sortir de l'entreprise. Tout à fait. Ça, c'est un point essentiel. Comment je peux souscrire à ces fonds? Comment est-ce que je souscris à un FCPR, à un FIP, à un FCPI? Alors, principalement par différents canaux de distributeurs. Vous avez des banques privées, vous avez des banques. Un compte en banque, vous pouvez possiblement souscrire ce genre de produit. Vous pouvez aller voir votre conseiller en gestion de patrimoine ou des sites marchands comme ceux qu'on connaît, mon partenaire patrimoine, Boursorama ou autres acteurs du marché qui ont cette offre en ligne, ou Haussmann Patrimoine pour faire un peu de publicité. D'accord, donc on peut souscrire directement des parts ou est-ce qu'il faut forcément passer par des supports d'investissement? Non, vous souscrivez des parts, vous avez donc un bulletin de souscription que vous remplissez soit en digital, soit en format papier pour ceux qui n'ont pas de digital. Et à partir de là, vous êtes porteur de parts, soit sur votre compte titre, soit en nominatif pur. Et là, c'est le dépositaire qui est chargé de conserver les capitaux et les participations lorsqu'il en existe dans le fonds qui va détenir ces parts pour votre compte. On en a parlé au moment de la préparation de cet atelier. On trouve ces fonds de plus en plus dans l'assurance vie, également dans le nouveau plan d'épargne retraite. Tout à fait. Alors là, on parle de FCPR, on ne parle pas de FIP ou de FCPI. Nous, on a un fonds qui s'appelle Isatis Capital Vie et Retraite, qui est offert exclusivement en assurance vie et dans les plans d'épargne retraite, effectivement le fameux PER. Il y a d'autres fonds qui sont de ce type qui sont offerts. Nous, notre particularité, c'est que c'est un fonds perpétuel qui permet d'être souscrit tous les 15 jours, si vous le souhaitez, et qui permet donc, vous n'avez pas une fenêtre de tir ou une campagne quelconque. Vous souscrivez quand vous le souhaitez, tous les 15 jours du moins. Et puis, vous pouvez racheter aussi et être payé en liquide avec ce fonds. Et quel est l'avantage, justement, de souscrire un FCPR via l'assurance vie ou via un PER? L'assurance vie et le PER sont considérés comme étant, et c'est très clairement démontré, de l'épargne longue. En fait, comme pour les FCPI ou les FIP, il faut que le particulier regarde son investissement en se disant « j'investis à long terme quand même ». Dans notre métier du private equity, du non-coté, on n'est pas comme en bourse. Le temps de l'entreprise, c'est pas la bourse. La bourse bouge dans tous les sens. Le développement d'une entreprise, ça prend du temps. Donc à partir de là, il faut y consacrer son épargne longue. Et les deux véhicules majeurs d'épargne longue en France sont l'assurance vie. La durée de vie moyenne d'un contrat d'assurance vie, c'est 12 ans. Chez l'affaire, c'est 17 ans. Et quand vous faites un plan d'épargne retraite, vous vous projetez très loin dans le temps. Donc ça vous permet d'être avec une vision qui n'est pas d'être attentive au quotidien. Vous investissez progressivement et au regard des performances historiques, alors le passé n'explique pas le futur, on ne garantit pas le futur, mais en tout état de cause, quand on regarde le private equity, on est sur des performances de très belle qualité en termes de retour sur investissement, à condition d'avoir du temps. D'accord. Est-ce que, justement, comme la pierre papier, comme les fonds immobiliers non cotés, quand vous logez un FCPR dans une assurance vie, l'assureur vous garantit la liquidité ou non, c'est différent? Alors, la réglementation fait que, de toute façon, dans tous les cas, l'assureur est redevable de la liquidité pour ses porteurs. Ensuite, vous avez différents formats en termes de construction de fonds. Notre fonds en particulier, lui, offre la liquidité et construit pour assurer la liquidité. Donc, se substitue à l'assureur
On a dû passer devant les autorités, évidemment, pour faire agréer ce fonds, qui a démontré de ses capacités à résister, même en période de stress de marché, et donc qui a été agréé. Et à partir de là, on est capable, le fonds est capable d'assurer la liquidité en cas de demande de rachat sans problème. D'accord. Après, s'il y a une crise mondiale et s'il y avait 100% des porteurs qui veulent racheter toutes les parts, c'est vrai aussi pour des fonds classiques. Le fonds ne peut pas l'assurer, c'est une évidence. Et donc là, joue le rôle de l'assureur. Est-ce que les fonds de défiscalisation s'adressent à tous les épargnants ? Alors, à partir du moment où ils sont agréés par l'AMF, on pourrait considérer qu'ils sont disponibles et peuvent être souscrits par tous les épargnants. Il faut mettre quand même un différent point en avant en matière de signalement. D'abord, on investit dans des entreprises. Une entreprise, ça se développe, ça peut aussi faire faillite. Donc, il faut être conscient du risque en capital. D'accord, il y a quand même un risque important. Bien sûr. Et après, ça va dépendre du stade de maturité des entreprises. Quand je finance une start-up, j'ai beaucoup plus de risques que quand je finance une PME déjà installée, ce que nous faisons. À côté de cela, il faut être conscient aussi qu'il faut immobiliser son argent plusieurs années. Donc, c'est vraiment de l'argent dont je n'ai pas besoin. Même si ça m'offre un avantage fiscal, il ne faut pas regarder que l'avantage fiscal. Il faut regarder la gestion proposée, la qualité des performances réalisées jusqu'à présent. Encore une fois, les performances passées ne garantissent pas le futur, mais il y a toute une observation, malgré tout, du processus de gestion et de la proposition offerte. Il ne faut surtout pas s'attacher qu'à la fiscalité, ce qui est un des points qui est souvent oublié. D'accord. Est-ce que ces fonds sont rentables ? Parce que c'est quand même aussi l'objectif. Certes, c'est d'aider les petites entreprises à devenir plus grandes, mais pas que. Il y a aussi, bien sûr, une volonté de rentabilité. Bien sûr. Donc, il y a des contraintes d'investissement. Donc, forcément, ces fonds vont avoir des performances un peu moins bonnes que des fonds non liés à un aspect fiscal. L'État donne un avantage fiscal en contrepartie d'obligations à respecter en matière d'investissement. Donc il y a toujours des freins qui font que, effectivement, on ne va pas faire des performances équivalentes à des fonds traditionnels comme les FPCI, fonds professionnels de capital investissement. Pour autant, si vous avez un bon process de gestion, et du moins on propose aux personnes d'aller voir sur notre site, toutes nos performances sont ouvertes et on est très transparent, on fait des performances plutôt de belle qualité, au-delà de l'avantage fiscal obtenu. Donc il y a des gérants qui obtiennent de belles performances, il y en a d'autres qui obtiennent de moins bonnes performances. C'est un peu comme dans la gestion traditionnelle, il y a des fonds qui performent, d'autres moins, ça dépend des années aussi. Un fonds qui a été lancé en plein dans la crise Lehman, ça va être compliqué pour lui de faire des bonnes performances. Donc il faut nuancer tout ça aussi. D'accord. Et une bonne performance pour un FCPR, c'est combien ? Écoutez, grosso modo, c'est d'avoir un rendement annualisé de l'ordre de 6 à 7% par an. Ah oui, c'est beau ça. Potentiellement, oui. D'accord. Très bien, parfait. Et bien maintenant, on va passer aux questions des internautes. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Alors, comme vous le savez, c'est tout l'intérêt des Live Invest, c'est que vous avez la possibilité, chers internautes, de poser directement vos questions via le chat. Et donc là, vous pouvez continuer, bien sûr, à poser des questions. Eric, quelles sont les sorties de ces fonds de défiscalisation ? Voilà, comment on sort de ces fonds, en fait ? Alors, il y a plusieurs possibilités de sortie. Une possibilité naturelle, c'est que après avoir financé le développement de l'entreprise, ses fondateurs, avec possiblement les équipes de management qui sont autour d'elles, ou ces équipes tout simplement, rachètent la participation que nous avions prise dans son entreprise. Ça, c'est une forme qui peut arriver. Deuxième forme, ça peut être de revendre cette participation à un autre fonds. On a fait notre travail, l'entreprise, on l'a amenée au stade où on devait l'amener de ce qu'on pensait, et à partir de là, c'est plus notre tour. Donc on va transférer la participation, la revendant, si les dirigeants ne la rachètent pas, à un autre fonds. Qui a plus de capacité financière que qui a vous, c'est ça ? Voilà, qui a une stratégie plus orientée mid-cap, entre guillemets, que nous, small-cap. Donc moyenne voilà, entreprise de taille intermédiaire par rapport... Même si on reste quand même dans des sociétés de petite taille. On n'est pas à l'échelle boursière où une small-cap fait 1 milliard d'euros. Donc là, on est dans des sociétés qui ont des tailles d'activité plus petites. Et puis le troisième élément, c'est les cessions industrielles. Donc, et c'est ce que nous cherchons, nous, dans la grande majorité des cas. C'est plus de la moitié de nos cessions qui se produisent de cette façon-là. C'est qu'un industriel du même secteur ou qui va considérer que l'entreprise en question est une brique très complémentaire de ce qu'elle fait,
va venir proposer un rachat. Ou qu'elle est très innovante et comme ça, en fait, il achète une innovation toute prête, j'allais dire. D'accord, ok. En fait, les cotations, les introductions en bourse sont minoritaires. Parce qu'on aurait pu penser ça, en fait, que vous aidiez jusqu'à l'introduction en bourse. Alors, l'introduction en bourse, c'est aussi un peu un rêve pour certains. J'atteins la gloire et je m'introduis en bourse. Nous, on n'est pas fervents défenseurs des introductions en bourse. Tout d'abord parce qu'on est sur des sociétés qui sont des sociétés de petite taille, qu'on va qualifier, nous, de micro-cap, et non pas de small cap. Donc les dirigeants sont pas forcément préparés pour ce que génère la pression de la bourse, dans sa volatilité boursière, dans la communication et l'importance de celle-ci, et donc risquent, vu de notre fenêtre, de moins bien se concentrer sur l'objectif premier qui est de développer leur entreprise, parce qu'il y aura cette pollution. Deuxième chose, comme on l'a dit tout à l'heure, le temps de l'entreprise, c'est pas la bourse. On construit pas une entreprise, on la développe pas 3 jours. Vous publiez un chiffre d'affaires en retraite 3%, vous baissez de 6%. Est-ce que c'est logique? Après, ça, c'est le marché. Et derrière ça, il y a toujours une période de lock-up, ce qu'on appelle lock-up. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les principaux actionnaires n'ont pas le droit de vendre pendant un temps donné. Donc, nous, par exemple, dans le cadre d'introduction en bourse, on va se retrouver dans une impossibilité pendant 6 mois, par exemple, où on n'aura pas la possibilité de vendre les titres qu'on détient dans nos fonds. S'il se passe le moindre incident sur les bourses mondiales ou françaises en particulier, vous pouvez avoir effectivement la porte qui se referme et vous retrouver avec une participation que vous n'avez pas vendue, tout en ayant les contraintes de la bourse pour toujours. D'accord. D'accord. Donc c'est pas forcément si intéressant que ça pour vous, en fait. C'est pas notre philosophie. L'introduction en bourse. D'accord, très bien. Alors, quid de l'empilement des frais pour les FCPI? Alors, dans les FCPI, il y a des frais qui sont annoncés, effectivement, et il y a une obligation légale que l'AMF impose, c'est de présenter le TFAM, donc c'est le taux de frais annuel moyen, maximum, qui est un faux raisonnement, dans le sens où on vous demande d'afficher des frais maximum, quelle que soit la période de vie du fonds. Donc le fonds va commencer avec son actif, qui va être 200, mettons, et puis au fil du temps, il va revendre des participations, donc son actif va baisser. Et les frais seront impliqués sur l'actif en lui-même et non pas sur la base de l'origine du montant collecté. Donc il y aura un taux moyen qui va baisser. Donc en fait, quand on a des frais qui sont de l'ordre de 3,5% par exemple, ou 3,7% totaux, sur la durée, on n'est pas sur ces niveaux-là. En fait, on a fait l'exercice chez nous, on s'est aperçu que pour nos fonds historiques qui ont été clôturés et totalement donc liquidés, les frais moyens sont de l'ordre de 1,80 à 2%. Donc dans la ligne de fonds traditionnels. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors vous allez être content parce que là, il y a un internaute qui nous demande comment se nomme le fonds d'Isatis éligible à l'assurance vie. Merci à lui. Isatis, Capital Vie et Retraite. D'accord. Et donc, il est distribué où? Parce que tant qu'à faire, autant faire la pub jusqu'au bout. Merci. Allons-y. C'est gentil. Alors, il est disponible chez 16 assureurs vie différents. Il y a Generali, il y a Cardiff, il y a EP, il y a Neuflis Vie, il y a Suravenir, il y a tous ces investisseurs-là. Mais enfin, si cet internaute ou si d'autres internautes veulent voir, ils vont sur notre site. Il y a le reporting du fonds disponible totalement libre et vous avez la liste de tous les assureurs. Alors, je lis, des intermédiaires ont déposé le bilan type Archeon. Comment sélectionner les intermédiaires fiables et durables? Alors, Archeon ne faisait pas le même métier que nous, il faisait des mandats. Donc, il investissait pas au travers de fonds, mais au travers de mandats de gestion qui ne sont pas réglementés par l'AMF. Donc, c'était déjà un point important. Et il investissait dans des start-up qui étaient pour une partie d'entre elles dans des situations très complexes. Et la problématique qu'il y a dans les mandats, du moins, c'est que c'était pour l'ISF, c'était pas pour la réduction d'impôt sur le revenu. Vous deviez avoir préalablement, à la fin de la période de collecte, la totalité des sociétés dans lesquelles vous deviez investir qui soient présélectionnées. D'accord. Ce qui est un énorme boulot, et surtout, il y a une question de fond. Je suis chef d'entreprise, ce qui est le cas. Je ne suis pas en train de me dire j'ai besoin de lever des capitaux pour mon développement, mais je vais attendre le 15 juin pour les lever. Si j'en ai besoin le 3 décembre, j'en ai besoin le 3 décembre. D'accord. Et comment sélectionner les intermédiaires fiables et durables?
Je reprends l'intitulé de la question. Disons que vous avez, si votre intermédiaire, conseiller banquier privé ou conseiller en gestion de patrimoine est qualifié, il va vous recommander. Les banques privées ont des outils de sélection, vous font passer ce qu'on appelle les due diligence, donc vous devez remplir des questionnaires et vous avez une sorte d'audit qui est faite de votre société, de votre process de gestion, de votre historique. Et ça, c'est un point important. Donc il faut avoir effectivement cette absence de regard sur la partie fiscale. Ce n'est pas parce qu'on va vous offrir le meilleur avantage fiscal que la gestion sera de qualité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment séparer dans son raisonnement. Ensuite, les investisseurs les sociétés de gestion sont agréées par l'AMF. La très grande majorité est fiable, elle applique des règles très strictes. Vous savez, la réglementation, on la vit au quotidien, elle n'arrête pas d'augmenter. Donc, on est très réglementé. Donc, grosso modo, à partir du moment où vous avez l'agrément AMF, vous êtes une société qui est fiable. Comme je le souligne, les mandats ne sont pas dans le périmètre de l'AMF. D'accord. Alors, preuve de l'intérêt de cet atelier et de l'intérêt de la pédagogie dans le non-coté, on voit, effectivement, c'est normal que les épargnants ne connaissent pas forcément bien. J'ai une question. Les FIP et les FCPI, est-ce que c'est du private equity? Alors d'abord, il faut peut-être rappeler ce que c'est le private equity. Alors, le private equity, c'est de l'investissement dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, avec plusieurs stratégies. Je vais citer 4 stratégies simples. Le venture, l'amorçage, vous allez financer une start-up qui a un projet et qui a à peine commencé. Donc là, c'est je mets de l'argent dans une entreprise en création, très risquée, 80% de morts dans les 5 ans. Capital risque, étape suivante, le produit ou le service est au point. Il faut que je trouve mon marché, donc que je génère du chiffre d'affaires et que j'arrive à le rentabiliser. Là aussi, très fort taux de chute, 60%. Donc dans ces 2 cas, il faut vraiment avoir des success stories extraordinaires pour absorber l'effet des pertes. À côté de cela, vous avez ensuite l'étape suivante, où nous sommes, capital développement. Donc on finance des entreprises matures, en croissance, innovantes, et souvent qui ont déjà entamé un développement international ou qui veulent le faire. Et à côté, vous avez la transmission. Ça fait 20 ans que je construis mon entreprise. Il y a un moment donné où j'ai envie de monétiser au moins une partie, donc je vais revendre une partie de mes titres pour récupérer de l'argent. Donc ça, c'est les 4 grandes stratégies. Et à partir de là, le private equity s'adresse à des sociétés non cotées. Pour autant, vous pouvez avoir des stratégies d'investissement chez certains de nos confrères qui vont investir dans des sociétés de compartiment style Alternext, donc des micro-caps qui, elles, ont les qualités que j'évoquais tout à l'heure avec le label innovant ou qui sont simplement des micro-caps et où je vais pouvoir investir sur des sociétés cotées. Encore une fois, on reste dans le cadre de sociétés de petite taille, donc à liquidité réduite. Donc pour moi, vous avez une situation qui est un peu hybride, c'est-à-dire que vous allez être coté en bourse dans les participations avec une liquidité quand même qui ne sera pas la réalité de la bourse quand on regarde le SBF 120 ou le CAC 40. D'accord. Existe-t-il des fonds de défiscalisation verts? Alors de plus en plus, on a une pression ESG, environnement, social et gouvernance. Les fonds ont de plus en plus cette attitude parce que on parle beaucoup de changement climatique et puis parce que les investisseurs demandent aussi cela et parce que on s'est aperçu qu'un peu comme M. Jourdain, on faisait de l'ESG sans s'en rendre compte. Donc ça amène à formaliser. Ça ne veut pas dire que pour autant on va avoir un fonds qui va être qualifié ESG ou ISR, investissement socialement responsable. Pour autant, on regarde des règles et c'est normal. Nous, on ne fait pas d'ESG, on fait du GSE. Pourquoi du GSE? Parce que étant gouvernance sociale et environnementale. Pourquoi? Parce que le plus important d'abord quand vous êtes actionnaire, c'est comment fonctionne la gouvernance. Quand on investit dans une entreprise, on est toujours au conseil d'administration et on signe toujours un pacte d'actionnaires. Et ça, si les dirigeants ne veulent pas le signer, on ne fera pas l'opération. Ensuite, le social. Si la gouvernance n'est pas bonne, le social a toutes les chances de ne pas être bonne. Donc on est extrêmement attentif et là aussi c'est une clause d'exclusion. Et enfin l'environnement, les métiers dans lesquels nous investissons, on a 4 grands segments que j'ai cités tout à l'heure. On n'est pas particulièrement polluant, on n'investit pas dans le charbon, on n'investit pas dans tous ces sujets-là. Et donc on y fait très attention. En plus il y a des réglementations qui imposent de faire attention à cela. Il y a la mesure de l'empreinte carbone notamment. Donc c'est un élément qu'on prend en considération, mais qui n'est pas essentiel dans les entreprises dans lesquelles nous investissons en termes d'impact.
D'accord. Dernière question. Alors, vous l'avez dit, mais bon, c'est pas grave. Visiblement, il y a besoin de le redire. L'avantage fiscal des fonds de défiscalisation sont-ils intégrés dans les niches fiscales? Oui, tout à fait. Alors, donc, les niches fiscales sont plafonnées à 10 000 €. Et donc, par an, oui, tout à fait. Vous pouvez, si vous payez quelqu'un qui vient faire le ménage ou vous donnez des cours à vos enfants, vous pouvez l'imputer sur ces fameux 10 000 €. Et donc, à partir du moment où vous investissez dans un fonds de défiscalisation FCPI ou FIP, vous pouvez imputer le montant de la réduction d'impôt sur ces 10 000 €. Donc c'est là où il faut faire attention et bien calculer pour ne pas investir trop et avoir une réduction qui ne sert à rien. Ok, très bien, parfait. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet atelier. Pour les internautes qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, je les invite à aller sur le site de Live Invest et je crois qu'il y a la possibilité de poser des questions voilà, vers vous. Et donc, c'est les équipes d'Isatis Capital qui vous répondront. Alors, pas en live, mais en différé. Voilà. Mais l'important, c'est d'avoir la réponse à ces questions. Ben, merci beaucoup, Éric Boucheney. Demain, on va parler préparation à la retraite. C'est quand même effectivement un souci très important. Là, on parlait de l'épargne longue. Oui, là, ça rentre justement, la préparation à la retraite rentre dans l'épargne longue. Merci beaucoup à toutes et à tous et à demain. Merci à vous. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.